Dans l'ordre d'apparition à l'écran, voici l'ânon Titus, sa mère Modestine, leur maître, Jean-Jacques, et le chien, Boston. Hélas, lorsque débute notre histoire, Modestine n'est pas encore maman. En revanche, elle est enceinte jusqu'au harnais. Impossible dans ces conditions d'entreprendre avec elle le chemin qui doit nous mener jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle. Alors, comme dans les films à grand spectacle, nous ferons appel à une doublure. Après un bref casting, nous retenons la candidature d'Anaïs, jeune actrice talentueuse, mais en rien caractérielle. Sa première rencontre avec Jean-Jacques est plutôt sportive, mais finalement, Anaïs accepte le rôle et nous voilà partis. Entre Genève et le Puy-en-Velay, premier véritable point de rendez-vous et de passage obligé, et les chemins sont diffus et nombreux. Certains passent par Lyon, ancienne capitale des Gaules, d'autres folâtres, en pleine nature. On s'aperçoit qu'après des jours et des jours de voyage, on continue à appeler Anaïs Modestine, double personnalité. Oh ben, je pense que ça va changer, mais effectivement, si je rêve la nuit à une ânesse, je rêve toujours de Modestine, quoi. C'est humain, quoi. Il faudrait que je me promène un peu. Elle a la même difficulté pour passer les rivières, l'eau. J'ai déjà vu qu'elle avait peur. Mais les escaliers, pour le moment, c'est inutile, mais elle les passera. Parce que on va mener cet âne à Compostelle et on ne mène pas un âne à Compostelle en croyant que ça se fait comme ça. La difficulté du voyage, c'est marcher avec un âne. D'ailleurs, sur des chemins, il part des dizaines d'ânes et puis il y a peu d'élus. À l'arrivée à Compostelle, il y a peu d'élus. Et on sera les élus parce qu'on va mettre le maximum. On sera des élus. Alors on y va. On y va. Allez, au revoir. Voilà. Après un premier voyage à Compostelle, Jean-Jacques savait bien sûr comment s'y prendre avec une ânesse. Moi, il m'a fallu apprendre. Mais à vrai dire, ça n'a pas été vraiment difficile, au point qu'il m'est souvent arrivé, comme à Anaïs, de prendre quelques pas d'avance sur notre maître commun. Et pour tout dire, la beauté sauvage des paysages nous a donné à tous trois un sacré coup de fouet. Pas étonnant que le Puy-en-Velay ait été de tout temps pour les pèlerins venus de Belgique, d'Allemagne, d'Autriche, de Suisse et de tout l'est de la France, le premier véritable lieu de convergence sur le chemin de Saint-Jacques. La vieille ville est superbe, chargée d'histoire. Quant aux cheminants et à leur ânesse, ils y sont dans un décor à leur mesure. Ruelles minuscules, pavés souples. Nos ancêtres auraient pu arriver au puits dans le même équipage, les mêmes circonstances, avec la complicité affectueuse des mêmes enfants. Mais aujourd'hui, comme autrefois, une chose est d'arriver au puits, l'autre de s'y loger. À cette saison surtout, les pèlerins sont nombreux et les lieux d'accueil assez rares et généralement complets. Par chance, après quelques tentatives infructueuses, nous avons fini par obtenir les 2 derniers lits à la maison Saint-François, au revers de la cathédrale. Quant à Modestine, c'est au pied de la Vierge, sur la colline Corneille, qu'elle a trouvé refuge, dans le jardin du curé, à la condition expresse que nous lui retirions sa clochette pour la nuit. Au fait, j'en profite pour vous donner un truc. Si vous partez un jour en voyage avec une ânesse, inutile de vous munir de piquets et de fils de fer barbelés, un simple fil jaune courant d'arbre en arbre fera l'affaire. Votre ânesse le prendra pour une clôture électrique et rechignera à s'en approcher à moins d'1 mètre. Quant à nous,
Fourbus mais toujours curieux, nous voilà libres pour aller découvrir à la nuit tombante les estaminets et autres gargotes de la ville sous la protection de la Vierge du Puy. À chaque étape suffit sa peine, demain sera un autre jour. Le Puy-en-Velay, 7 heures du matin. Il est temps pour nous de faire le point de cette première série d'étapes qui nous amène en fait au pied du mur. C'était bien et vraiment, je me réjouis pour les jours à venir. Si on avait la possibilité, on resterait là quelques jours de plus. Et la joie qu'on partage, c'est une joie déjà un peu mystique ou simplement une joie personnelle? Chacun dans ce voyage amène ce qu'il veut. Peut-être bien que je suis un mystique qui m'ignore. Et on verra au cours des jours, mais j'ai de la joie à l'état pur, disons. Je n'ai pas encore trop analysé le pourquoi et le comment. Je suis heureux, quoi. Sur le chemin de Saint-Jacques, qui est à la fois spirituel et culturel, il faudrait en effet pouvoir faire une halte prolongée dans de tels lieux, partir à la découverte des sites et des êtres. Mais on ne s'arrête jamais plus d'1 ou 2 jours sur le chemin. Il va donc être temps de repartir. Cette nuit, Anaïs a boudé le seau d'eau que nous lui avions laissé. Sera-t-elle plus intéressée par la fontaine de la rue des Tables? Pas sûr. Et voilà, le soleil commence à s'élever dans le ciel. Il va être temps de se quitter. Non, sans avoir fait halte chez une des dernières dentelières du Puy, Madame Martin. C'est le métier de la patience. Eh bien, on a un dessin qui est tracé sur le carton, c'est un autre dessin, et c'est toujours 4 fuseaux qui s'entrecroisent, toujours de la même façon. Et les épingles, c'est pour former le dessin. Et comment avez-vous appris? Moi, c'est ma maman qui me l'a appris. C'est uniquement un métier de femme? Oui, c'est les femmes qui font ça. Les messieurs faisaient les dessins, c'était des dessinateurs. Avant, quand il y avait beaucoup de dentelières, les messieurs faisaient les dessins. Mais vu que le métier s'en va, qu'il ne reste plus que quelques dentelières, ils font autre chose. Les messieurs apprenaient à faire la dentelle aussi, parce que pour être dessinateur, il fallait d'abord savoir faire la dentelle. Parce que la base de la dentelle, c'est 4 fuseaux qui s'entrecroisent. Alors il faut que le dessin corresponde. Allez, Jean-Jacques Dunaire, il n'est plus temps de se réchauffer au soleil du Puy. Le chemin de Saint-Jacques nous attend.